Si vous me permettre de m'adresser à vous quelques instants pour vous présenter la 5e édition du colloque de la recherche à l'enseignement qui aura lieu le 12 septembre prochain à Chimie Paris. C'est déjà la 5e édition, c'est devenu au fil des années un des rendez-vous incontournables de la rentrée scolaire. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez le principe, je vous résume un petit peu. En fait, 6 conférences sur des thématiques diverses et variées. Je vous laisse un petit peu regarder en quoi ça consiste. Chimie des matériaux, chimie de coordination, chimie théorique, polymère, etc. 6 conférenciers qui ont été soit récompensés récemment pour leurs travaux par des prix prestigieux, au CNRS, le Société chimique de France ou l'Institut. Et puis, originalité cette année également, un scientifique viendra nous parler de résultats. C'était les travaux sur la sonde Philae, donc qui ont été qui ont fait l'objet de... Enfin, qui ont été présentés dans l'actualité récemment. Donc les travaux à bord de la sonde Philae pour la découverte de la comète Rosetta. Donc 6 conférences. Vous pouvez trouver tout le détail sur le site de la SCF, sur la page de l'enseignement. Les inscriptions commenceront bientôt, en juin, mi-juin. Voilà, donc je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel. Donc j'espère vous retrouver nombreux début septembre pour le colloque et je vous remercie de votre attention. L'université de Bordeaux et qui va nous parler de chimie des hybrides inorganiques organiques, synthèse et Merci Sophie, je voudrais te remercier pour l'invitation aujourd'hui à vous présenter en fait les développements de la chimie organométallique et de la chimie de coordination pour faire des matériaux fonctionnels. Je vais développer, donc je ferai des rappels biographiques sur un certain nombre de points, mais je vais balayer un certain nombre de types de matériaux avec des applications ciblées et en concentrant sur des chimies des organostaniques, bien que la première conférencière ait dit que c'était un peu des composés blacklistés, c'est pas faux à l'heure actuelle. Je reviendrai un peu là-dessus sur le problème de toxicité des organostaniques. Ensuite, je passerai aux organotitanes, qui permettent aussi de faire des matériaux fonctionnels, et je finirai sur un exemple, donc c'est un peu le plan donc la première partie sur les chimies organostaniques, la deuxième sur le titane pour faire des matériaux hybrides associant des composantes organiques et des composantes oxydes, et je finirai sur un bel exemple, il y a des composés en cours de commercialisation actuellement, donc c'est des petites cellules solaires, à base d'oxyde photosensibilisé, qui montrera une belle application des concepts que j'aurais introduits au début. Donc tout d'abord, généralité sur les matériaux hybrides organiques-inorganiques. En fait, il a été, c'était c'est Clément Sanchez du Collège de France qui a développé ça en France ces dernières années. Il s'avère que lorsque vous prenez une petite particule d'oxyde métallique, oxyde de titane par exemple, et que vous l'associez avec une composante inorganique, plus vous réduisez la taille de la particule d'oxyde de titane et vous renforcez l'interaction entre la composante organique et la particule d'oxyde de titane, vous obtenez des propriétés exaltées. Donc ça, c'est le concept d'anneaux composites à base de composantes inorganiques et organiques, et qui s'est énormément développé du fait de la maîtrise des outils de synthèse pour faire des nanoparticules d'oxyde. Alors j'ai listé, au niveau des stratégies de synthèse, il y en a 2 grandes, une voie directe, parce que c'est des synthèses one pot, dans un seul bécher, où on mélange un précurseur métallique, donc en général les chlorures, le X c'est des chlorures, ça peut être des alkoxides également, mais ils sont plus chers à faire, avec une fonction organique déjà liée au métal, ou simplement un chlorure ou un dérivé homoleptique. Et puis on met un surfactant en présence, et en jouant sur la composition du mélange surfactant-solvant et du précurseur inorganique, on est capable de structurer la matière et faire des oxydes poreux avec une taille de pore qui est complètement contrôlée par la taille du surfactant qui est mis. Ça c'est la première, donc ça a été fait dans les années 90 par des chercheurs de Santa Barbara et de la composée mobile qui ont fait des catalyses, des oxydes de silice à porosité contrôlée, qu'on appelle LCM41 pour la famille mobile et SBA15 pour la famille développée à Santa Barbara en Californie. Ensuite, en France, en particulier au Collège de France, ils ont développé la même approche, mais en déposant ça par deep coating, c'est-à-dire en trempant dans la solution un substrat et en le tirant à vitesse contrôlée.
Donc on peut nanostructurer des films, je vais montrer un exemple tout à l'heure, et ce qui permet d'obtenir des films de porosité contrôlée. Et puis la troisième grande voie, c'est de préformer en solution la composante oxyde, faire ce qu'on appelle les petits clusters métalliques, de mettre un liant, parfois un colorant, une molécule organique, et de lier tout ça par des liaisons faibles. Donc dans tous ces cas-là, on a plutôt des liaisons faibles de type soit hydrogène, soit de Van der Waals, soit électrostatique. On considère que la liaison électrostatique, qui même si au niveau énergétique est relativement forte, dans des milieux polaires, bah, elle est faible, hein, puisque ça se décompose. Donc on considère que c'est des liaisons faibles. Donc tout ça, les interactions sont relativement faibles. Et donc ça a donné lieu à beaucoup de développement. Donc il y a une revue de Clément Sanchez qui est parue l'an dernier dans Chemistry of Materials, pour faire des films poreux avec des tailles de pores contrôlées, hein, ici. Ou plus récemment, toujours dans le groupe de Clément, nous utilisons la deuxième approche pour faire des matériaux autoréparants. On casse le matériau, on le recolle. Et là, c'est basé sur des clusters métalliques qui sont liés de façon ionique. Enfin, il y a une interaction ionique entre la charge plus de ce cluster métallique et un cluster d'oxyde d'éthane dans ce cas-là, avec un sulfonate. Et puis ensuite, une fonction polymérisable pour scier un polymère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les voies directes. Et dans ce cas-là, on a une liaison relativement faible entre la partie organique et la partie inorganique. Ensuite, donc ça, c'est ce qu'on appelle les hybrides de classe 1. Il y a les hybrides de classe 2, où on va essayer de créer une liaison covalente entre la partie métallique et la partie organique. Oxyde ou organique. Alors, naturellement, du fait de la liaison stable silicium-carbone, eh bien, l'essentiel des travaux ont été développés dans ce cas-là, puisqu'on peut faire des précurseurs organosiliciés avec 3 fonctions alkoxydes ou 2 fonctions alkoxydes qu'on hydrolyse. Et à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle des hormoceurs. Donc ça, c'est développé, c'est commercial. Hein. Il y a plein de produits sur le marché à base d'hormoceurs. Dans vos pneus de Michelin, ils utilisent ce concept pour stabiliser les nanoparticules de silice, hein, qui sont dans les pneus. Donc c'est très connu sur le silicium. Il y a l'approche nano-building block, brique élémentaire, qui est aussi développée. Hein, on fait des clusters de silice où on lie de façon covalente à un polymère. Et puis il y a des approches, en particulier développées par Coryu à Montpellier, hein, et puis par d'autres au Japon ou au Canada, où on fait des difonctionnels de silicium, soit des chlorés, soit des alkoxydes, qu'on hydrolyse par le procédé Sol-Gel, et on obtient à ce moment-là un réseau où cette fois-ci, la partie organique fait vraiment partie du matériau. Donc là, il y a donc si on calcine ou on élimine chimiquement l'espaceur, on obtient des silices de surface spécifique. Et puis, si on fait la co-hydrolyse en surfactant, c'est un mélange de la méthode mobile, hein, ou Santa Barbara, avec ses précurseurs, on obtient des matériaux oxydes avec des porosités périodiques. Donc ça, c'est pour le silicium. Le problème, c'est que l'oxyde de silice, en termes de propriétés, à part mécanique, bien sûr, mais pour les autres fonctionnels, au niveau optique, électronique, c'est pas très intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a de l'oxyde de titane, hein, ou de l'oxyde de zinc je voulais juste vous montrer des exemples qu'on a développés à Montpellier au Japon. Donc ils sont amusés à mettre un espaceur chiral entre les deux atomes de silice. Et donc à ce moment-là, suivant la chiralité, donc l'espaceur, la gastérochimie RR a permis de faire une hélice droite, et puis les ESS, ils ont fait l'hélice gauche, et donc au niveau du matériau hybride. Bon. Malheureusement, apparemment, au niveau catalyse et non sélectif, ça ne fonctionne pas, parce que là, probablement, on a quelque chose qui est macroscopique, alors que quand on fait de la catalyse, c'est au niveau, il faut une chiralité au niveau local, hein, nanoscopique, et apparemment, ça ne marche pas pour faire de la catalyse sélective. Mais bon, c'est un beau transfert, une bonne validation de concept, pardon. Et puis, on peut aussi faire une nanostructuration des espaceurs organiques. Hein. Donc ça, c'était développé par Inagaki, qui est un chercheur chez Toyota au Japon, où ils ont nanostructuré des espaceurs organiques, hein, alors qu'ils soient fonctionnels, luminescents ou pas. Hein. Il a développé des choses il y a 3-4 ans sur le même concept, où il auto-organise ses luminophores dans des silices mésoporeuses. Ici, on a un réseau SI ou SI, et puis les espaceurs auto-condensés.
Qu'est-ce qui se passe dans le cas où on a d'autres oxydes? Donc l'autre possibilité, hein, c'est de faire de la post-fonctionnalisation, hein, c'est-à-dire de partir d'une particule d'oxyde et de greffer dessus via une tête alkoxysilane une fonction organique. Donc c'est ce qu'on appelle la post-fonctionnalisation. Donc ça se fait aussi dans le cas de la silice. Le problème, c'est que souvent, dans ce cas-là, comme ce précurseur pour homo-condensé, à ce moment-là, on peut faire des multicouches ou boucher les pores. Hein. Donc c'est pas toujours ce qui est le plus adéquat suivant l'application visée. Pour les métaux de transition, le problème c'est que la liaison métal-carbone en général n'est pas stable, en particulier au niveau des conditions atmosphériques avec la vapeur d'eau, l'oxygène, enfin surtout la vapeur d'eau. Donc ce qui est utilisé, c'est non plus des liaisons covalentes, réellement covalentes, mais plutôt des liaisons iono-covalentes avec des liaisons de coordination, avec des fonctions, bon, le plus simple et le plus commun, c'est les fonctions carboxylates, hein, les fonctions acétylacétonate ou les fonctions phosphonates. Là, ça marche bien dans certaines gammes de pH, mais si on veut vraiment quelque chose de stable sur une large gamme de pH, eh bien, on n'a pas la fonction universelle qui permet de greffer de façon stable un molécule organique sur ces particules d'oxyde des métaux de transition. Donc la question qui se posait, hein, c'est est-ce qu'on est capable de faire des hybrides de classe 2, hein, donc ça on appelle ça les hybrides de classe 2, mais les liaisons covalentes, avec des métaux de transition. Et en particulier pour l'oxyde d'étain, qui est un matériau fonctionnel. Donc l'oxyde d'étain, on peut voir ça formellement avec un modèle de chimie du solide, hein, comme formellement de l'étain 4 lié à deux étains O2-. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait la structure de bande de cet oxyde, la bande de valence est pleine, elle est essentiellement constituée des orbitales 2p de l'oxygène, avec un petit mélange avec les orbitales 5s de l'étain. Et puis la bande de conduction est pleine, est vide, pardon, et vous avez ici essentiellement une contribution des orbitales 5s, qui sont des orbitales diffuses, hein. Donc on a une largeur de bande assez importante, hein, dans ce cas-là. D'autre part, peut y avoir c'est un oxyde qui est lacunaire, c'est-à-dire qu'il peut perdre des oxygènes. Donc en perdant des oxygènes, ça crée à donner des niveaux, il a laissé 2 électrons dans les lacunes, dont le niveau énergétique est juste en dessous de la vanne de conduction, donc d'augmenter la conductivité de l'oxyde. Et cette propriété conduit à des applications comme électrode transparente, hein, puisqu'on peut le rendre conducteur, en particulier lorsque l'on remplace quelques atomes d'oxygène par des atomes de fluor ou quelques atomes d'étain par de l'antimoine qui possèdent chacun un électron de plus pour le fluor que l'oxygène et que pour l'étain que l'antimoine. Et donc c'est pour ça que si vous achetez un certain nombre de fabricants de vitres faiblement émissives thermiquement, eh bien, recouvre en fait le verre avec une couche d'oxyde d'étain dopé au fluor, hein, qui donne un peu la couleur un peu marron de ces vitres, enfin marron, généralement jaune de ces vitres. C'est lié au fait, en fait, il y a des électrons qui se baladent et puis il y a une fréquence plasma qui est dans le proche infrarouge et qui donne ces colorations un peu brunes. Ça, c'est la première application de l'oxyde d'étain. La deuxième grande application, c'est que c'est le matériau le plus étudié pour la détection sélective de gaz. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc ça, c'est pour l'oxyde d'étain. Alors, l'idée, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces propriétés de base et lui associer d'autres propriétés à l'aide de groupements organiques fonctionnels pour faire un hybride de classe 2 où on aura une synergie entre les propriétés. On peut faire, pour l'oxyde de titane, bon, la structure de bande est un peu différente, hein, puisque globalement on peut voir formellement comme du titane 4 avec 2 oxygènes de moins. Hein. Cette fois-ci, la différence, c'est que on a une bande de conduction qui c'est essentiellement les orbitales 3D du titane. Alors on verra tout à l'heure dans le cadre de l'application photovoltaïque pourquoi c'est intéressant. Mais pour les propriétés de conduction, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, enfin les étapes sont beaucoup plus localisées, les orbitales sont moins diffuses et il y a une moins bonne mobilité des porteurs de recharge dans ce cas-là. Alors je vais mentionner que dans les deux cas, on a des semi-conducteurs de type N, c'est-à-dire que les porteurs de recharge majoritaires sont en général des électrons du fait de la création de lacunes, hein, à la surface de ces particules d'oxyde.
Alors là, pour l'oxyde de titane, on a des applications supplémentaires par rapport à celle de l'oxyde d'étain, qui sont la photocatalyse, la photosensibilisation pour faire des cellules solaires, parce qu'on peut greffer dessus facilement, de façon stable, des collants. Je reviendrai là-dessus plus tard. Alors, quand on a débuté les travaux à Bordeaux il y a une quinzaine d'années, on se demandait est-ce qu'il est possible de faire des hybrides de classe 2 avec ces oxydes. Et comme il y avait une forte connaissance sur la chimie des organosilicides et des organotananes, eh bien on a débuté ce travail du fait des applications potentielles pour à la fois les organoétains et les organotitanes, à la fois en catalyse et pour des dispositifs type capteurs ou photovoltaïques. La question c'était qu'il fallait développer une chimie qui permette de faire des précurseurs d'hybrides de classe 2. Et la question, enfin, dans le cas des étains, c'était la suivante. Les alkoxydes, les chlorod'étain ne sont pas très hydrolysables. Ou alors il faut mettre des quantités de base très importantes qui en général clivent la fonction, la liaison étain-carbone. Et les alkoxydes ne sont pas purifiables. Donc les SN ou R3 fois ne sont pas purifiables, contrairement, parce que très trop hydrolysables, contrairement à ce qui se passe en chimie des organosiliciés. Donc on a développé la chimie des triacinyl organoétains, où la fonction acényl permet de manipuler le composé, c'est-à-dire de chromatographier rapidement à l'air, et puis en présence d'eau et d'un catalyseur acide faiblement acide, d'éliminer ces groupements pour faire de la chimie sol-gel, c'est-à-dire créer des ponts SN-OSN lors du processus de condensation sol-gel. Et donc on a développé des mono-organoétains de ce type-là, et puis des distanylés, des dérivés monostanylés de ce type-là, et des dérivés distanylés avec des fonctions propylyles. L'autre intérêt pour faire des matériaux, c'est que le propyne, c'est un gaz, donc quand on fait l'hydrolyse, on n'a pas de pollution avec le groupement partant du matériau final, et donc libération de propyne. Donc ça c'était pour les organoétains. Pour les organotitanes, ce qu'on a essayé de développer, alors ça c'est beaucoup plus récemment qu'on a fait ça, donc on a des résultats qui montrent que c'est de preuves de concept, mais bon, qui sont préliminaires. Ce qu'on a essayé d'utiliser, c'est des liaisons titane-cyclopentadiényle et de voir si, dans les conditions douces d'hydrolyse, on pouvait garder cette liaison titane-cyclopentadiényle pour faire un hybride de classe 2 avec des précurseurs dititane dans lequel on a deux groupements de cyclopentadiényle comptés par un espaceur qui sont liés chacun à un atome de titane. Donc ça, on a développé ça avec des alkoxydes et puis des organotitanes à base des triméthyl et tribenzyl titane. Donc, en ce qui concerne la chimie des organoétains, donc la chimie est très simple par rapport à celle qui a été présentée par la première conférencière. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étain, c'est dans la même colonne que le carbone. Vous avez carbone, silicium, germanium, étain. Et donc toute la chimie organique qu'on peut faire sur le carbone, on la retrouve un peu sur l'étain, c'est-à-dire qu'on a un centre électrophile quand on a un dérivé R3 SNCl, le tin est positif, et donc on peut faire des alkylations avec des organolithiens ou des organomagnésiens. Alors, pourquoi on travaille avec les cycloexyles? Parce que les composés toxiques avec l'étain, c'est les séries méthyle et butyl. Et donc, pourquoi les organoétains ont de la pisté, c'est qu'ils ont été utilisés après la Seconde Guerre mondiale comme anti-fouling, dans les peintures anti-fouling sur les bateaux, et c'était du tributyl étain. Et donc c'est le composé, on considère qu'il est interdit, il pose d'énormes problèmes au niveau du milieu aquatique, effectivement, donc c'est relativement toxique. Par contre, dès que vous allez sur les séries cycloexyles, c'est beaucoup plus encombré. Et là, à ce moment-là, au niveau du laboratoire, il n'y a aucun risque pour le manipulateur. Donc c'est pour ça qu'on travaille essentiellement au labo avec les cycloexyles et on évite butyl, méthyle, ce qui nous permet de travailler dans des conditions de sécurité tout à fait décentes, acceptables. Donc ça c'est pour les tétra-organoétains. En plus, si vous faites du mono-organoétain, la plupart des mono-organoétains, ils ne sont pas plus toxiques que l'aspirine. Donc bon, ça c'est manipulable au niveau du laboratoire. C'est pour ça qu'on verra qu'à la fin, le matériau qu'on obtient, c'est un mono-organoétain. Donc qu'est-ce qu'on fait? On part du tricyclohydryl chloroétain ou d'un hydrure, et puis on couple dessus, alors ça, soit on fait une hydrostanation,
soit on fait une alkylation avec un magnésien ou un lithien. Et à ce moment-là, on obtient un R SNR'3 ou R', et en général le cyclohexyle. Et après, on fait une coupure électrophile, c'est-à-dire qu'en fait, on fait la coupure sélective de la liaison SNR par le SNCl, et le SNCl4, pour donner le trichloro-organoétain. Et après, par alkylation, alors lui, il ne s'hydrolyse pas, malheureusement, parce que ça nous éviterait une étape, où il s'hydrolyse très mal, avec des grosses quantités de soude, de base, qui permet, et à ce moment-là, ça limite le nombre de groupements R qu'on peut mettre sur l'étain. Et donc, on le transforme en acénil avec un excès de propylélithium pour obtenir le triacényl-organoétain. Alors, on a fait ça avec des perfluorés, je dirais pourquoi tout à l'heure, avec des groupements polyaromatiques, des groupements aromatiques encombrés. On a aussi fait ça avec un couplage de stylés grâce à un tricyclohexyle organoétain possédant un périlène qui est un groupement fluorescent avec une dérivée de la méthode de stylé qui a été présentée lors de la première conférence, où cette fois-ci on passe par cet intermédiaire pentacoordiné où après couplage on n'obtient que de l'étain inorganique, donc qui n'est pas toxique, et on peut introduire via ces méthodes d'obtenir des triacénylétains avec des groupements fonctionnels fluorescents dans ce cas-là. Donc ça marche relativement bien, hein, et on a des choses fluorescentes. Comment? Vous avez des questions? Non, on se demandait ce qu'était l'SP, mais on a trouvé. Ah, le spaceur, excusez-moi, c'est l'espaceur, excusez-moi, l'espaceur, c'est soit, donc ça c'est faisable soit avec des chaînes alkyles, soit avec des, là c'était un phényl, hein, comment? C'est pas un nouveau métal. Non, c'est juste, c'est valable avec des espaceurs de type alkyle ou de type phényl ici. Alors, on peut faire la même chose, la même chimie pour faire des distanylés comme ce qui a été développé par Porieux à Montpellier dans le cas des dérivés disiliciés. Hein. Donc selon la même voie, hein, c'est la même chimie. Hein. On part simplement d'un dérivé dibromé, on fait dilithien ou dimagnésien, que l'on coupe sur deux équivalents de dérivés chlorés, stanylchlorés, ou alors on fait une hydrostanation sur un dérivé alpha-oméga avec deux fonctions éthyléniques, et à ce moment-là on obtient le dérivé hexacyclohexylé. Après coupure électrophile avec SNCl4, on obtient le dérivé hexachloré, et après alkylation, on obtient le dérivé désiré. Donc ça, on a fait ça avec différents types d'espaceurs. On verra pourquoi on a fait varier la nature de l'espaceur. Et puis, plus récemment, on s'est intéressé à des oligothiophénes. C'est plus difficile à faire, hein, mais ça commence à marcher. Donc on a commencé à explorer ça pour des applications de capteurs de gaz. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire avec ces organos, ces dérivés triacényl staniques? Eh bien, on a pu faire des modèles d'oxyde qui sont des clusters, c'est-à-dire qu'en faisant varier les conditions d'hydrolyse, on est capable de faire des modèles d'oxyde, donc suivant la nature du solvant et la température. Alors la nature du solvant, soit polaire aprotique comme THF, soit polaire protique comme l'alcool terso-amylique. On peut obtenir, alors là c'est un peu de la sérendipity, hein, comme ça je l'ai dit tout à l'heure, on peut obtenir des clusters de taille avec 6 atomes d'étain ou 12 atomes d'étain. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et puis si on met en présence d'acide paratonel phonique, on a des ligands, un ligand coordinant là, qui vient se lier à l'étain, et donc on peut obtenir des clusters A3 et des clusters A10. En fait, on a fait ça parce que ça nous permet d'avoir des modèles d'oxyde qui, lorsqu'on va faire les matériaux tout à l'heure, vont nous permettre de savoir quel est l'environnement local de l'étain dans les matériaux finaux. En effet, on dispose, grâce à l'étain, d'un atome que l'on peut analyser facilement par RMN. Il y a deux isotopes observables facilement par RMN, l'isotopes 117 ou l'isotopes 119. Alors nous on préfère le 119 parce qu'il est un peu plus abondant, donc c'est un peu plus facile. C'est 8,5% d'étain naturel, hein, c'est un peu plus abondant que le 117 qui est à 7,5. Et ce qui est intéressant par RMN, c'est que chaque type
chaque type de coordination et type de ligand vous conduit à un déplacement chimique caractéristique. Alors, la gamme de déplacement chimique en RMN de l'étain est énorme, hein, c'est de l'ordre de 1000 ppm. Et quand on travaille sur des oxydes, eh bien, on peut distinguer de l'étain pentacoordiné possédant 4 oxygènes dans son voisinage et un carbone, avec des déplacements chimiques autour de moins 300. Des étains hexacoordinés où il y a 5 oxygènes et puis un carbone, autour de moins 450. Et puis des étains hexacoordinés mais qu'avec des oxygènes, hein, autour de moins 600 ppm. Et donc ça c'est le cluster. Pourquoi ce cluster A12 était intéressant, c'est que ça nous a permis d'identifier des déplacements chimiques caractéristiques pour ce type d'environnement pour l'étain, à la fois en phase liquide et en RAB du solide. Et tout ça corrélé avec la structure de rayons X, hein, qui nous permet donc ça c'est des modèles d'oxyde qui nous permettent de savoir ensuite ce qu'il y a dans le matériau final. Alors, la première application qu'on a développée en collaboration avec Saint-Gobain de ces triacinylétains fonctionnels, ça a été pour faire des revêtements hydrophobes. Donc ça a une dizaine d'années comme collaboration, où ils cherchaient de nouveaux agents hydrophobes, hein, pour fonctionnaliser leur verre. Donc ils développaient ça à base de silice, et on a montré avec eux, donc ils ont déposé un brevet et puis on a fait une publication ensuite, que l'on pouvait aussi également faire ça avec ces triacinylétains portant un groupement perfluoré. Et on a pu montrer que l'on pouvait faire des monocouches avec des liaisons covalentes entre l'étain et l'oxygène. Alors ça c'est montré par RMN du solide, où on montre bien que les carbones, les alcynes, ont disparu dans cette zone-là et là, ont disparu après greffage. Et surtout qu'on a augmenté au niveau des siliciums de surface. Alors, je suis désolé, j'ai oublié de mettre la signification de ces cycles. Donc en fait, pour les siliciums de surface, on a des environnements dits Q2, Q3, Q4, qui sont le nombre de liaisons SI-OSI que possède chaque silicium. Donc typiquement, un SI-OS, celui-ci avec 2 fonctions OH, il va être un Q2 puisqu'il sera lié 2 fois, enfin il y aura 2 ponts SI-OSI sur silicium. Ici il y a 3 ponts SI-OSI sur silicium qui sortent des déplacement chimique là. Et là c'est comme dans la silice, hein, on a 4 ponts SI-OSI. Et ce que l'on voit, c'est que entre la silice de départ qui possède essentiellement des siliciums avec 3 ponts SI-OSI, et bien quand après le greffage, on augmente la quantité de silicium avec 4 ponts SI-OSI, ce qui montre qu'on a augmenté le nombre de ponts SiO ou quelque chose d'autre, et puis il n'y a plus SiOH, hein, au niveau après greffage. Alors on a fait ça avec différents types de chaînes, hein, avec des chaînes fluorées, avec des chaînes alkyles. Et ce qu'on a montré, c'est que en comparant l'encombrement des chaînes et puis le nombre de chaînes qu'on greffait sur les silices non poreuses, hein, qu'on a utilisées dans cette étude modèle, eh bien on avait le même rapport entre ce qu'on prédisait par le calcul sur le rapport d'encombrement des chaînes fluorées et alkyles, et ce qu'on obtenait par détermination chimique, hein, de la quantité d'organiques qu'on avait greffé. Donc on est capable de faire des monocouches auto-assemblées, hein, avec ces organostananes. Donc c'était assez nouveau à l'époque. On peut aussi utiliser ça pour fonctionnaliser les surfaces d'oxyde d'étain, de particules d'oxyde d'étain, avec de bons taux de couverture, hein, de bons taux de greffage. Donc ça c'était la première exemple d'application, hein, de ces alcynyles organoétains. Ensuite, ce qu'on a essayé de faire, et ce qui est très difficile à faire avec les alkoxydes d'étain parce qu'ils s'hydrolysent trop vite, c'est de faire de la chimie sol-gel. C'est-à-dire de faire une hydrolyse contrôlée de ces composés pour obtenir des gels, et après séchage et élimination du solvant, obtenir des xérogels avec un certain nombre de propriétés. Donc ça c'était le premier exemple, hein, de chimie sol-gel avec des dérivés perorganométalliques, hein, c'est-à-dire sans liaison métal chlore ou métal alkoxyde, hein, comme c'est utilisé classiquement le cas dans le cas de la chimie des alkoxydes de titane, ou des chlorotitane, ou des chlorosilanes, ou des alkoxydes de silicium. Alors, bon, ça je vais passer là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que par RMN, en utilisant ce qu'on a fait sur les clusters, il nous a été permis de montrer que lors de l'hydrolyse,
La liaison SNC était stable, puisqu'on retrouvait, donc ça c'est en collaboration avec François Régaux, Collège de France, on retrouvait uniquement deux types d'environnements, hein. Donc par la du solide, où on a un environnement avec des éteints pata coordonnés et un environnement avec des éteints hexacoordonnés, chaque déplacement chimique étant cohérent avec le maintien de la liaison SN carbone. Donc lors du processus d'hydrolyse, on ne coupe pas les liaisons SN carbone, au moins carbone SP3 et carbone. On a fait la même chose avec le carbone de type aromatique, hein. On ne coupe pas lors du processus d'hydrolyse, on a le même résultat. Donc ça, grâce à la comparaison qu'on a obtenue sur les clusters. Alors, ensuite, on a étudié la nanostructure de ces hybrides organostaniques. Et ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait, on trouvait par diffraction des rayons X à faible angle, toujours un pic à angle inférieur à 10 angstroms, et plus on allongeait l'espaceur, plus ce pic se décalait vers les angles faibles. Et lorsqu'on utilisait la loi de Bragg pour recalculer la distance entre les plans diffractants, eh bien on tombait sur quelque chose qui était à peu près cohérent avec la distance éteint-éteint qu'on obtenait dans la structure aux rayons X d'un des précurseurs. Ce qui nous a permis de montrer qu'on était capable avec ces précurseurs-là, et avec l'oxyde d'étain, enfin des hybrides à base d'oxyde d'étain, avec une auto-organisation des espaceurs organiques, comme Inagaki l'a montré il y a une dizaine d'années, dans le cas des oxydes dans le cas de la silice. Donc ça, c'était le premier exemple, hein, qu'on pouvait faire avec de l'oxyde d'étain, des hybrides à base d'oxyde d'étain, de ce type-là, avec l'auto-organisation des espaceurs. Donc ça marche très bien avec les espaceurs rigides, hein. Avec les espaceurs alkyles, on est obligé d'utiliser des conditions d'hydrolyse un peu différentes. On est obligé de forcer un peu de travailler en milieu plus concentré dans des micro-réacteurs, c'est-à-dire on fait une émulsion dans laquelle le précurseur est concentré dans une gouttelette de solvant organique, et à ce moment-là, on retrouve des pics à bas angle qui traduit une certaine organisation des espaceurs dans le cas des chaînes flexibles, hein. Mais ça marche vraiment bien cette approche pour auto-organiser les espaceurs avec les espaceurs rigides de type biphényl, hein, ou 4-phényl. Enfin, juste, on peut aller un peu plus loin dans l'organisation. Si on dote l'espaceur entre les deux atomes d'étain de longues chaînes alkyles, donc là les chaînes alkyles conduisent à des pics beaucoup mieux résolus, hein. Donc qu'on a indexé de la façon suivante, c'est que on trouve l'ordre 1,00 et l'ordre 3,00 qui est lié à l'arrangement de chaînes bout à bout, hein. Il n'y a pas d'interdigitation des chaînes dans le matériau, donc dans cette distance-là, donc ça correspond à cet ordre-là et cet ordre-là. On retrouve des pics qui correspondent à la distance entre les plans oxydes, hein, donc qui sont liés à l'espaceur, donc la même distance qu'on observe dans les autres précurseurs, et puis des distances qui sont liées aux distances interchaînes alkyles, hein, donc des distances caractéristiques, hein, qu'on retrouve dans les cristaux liquides, utilisant des mésogènes avec des sucres aromatiques et des chaînes alkyles flexibles autour. Donc là, on peut aller un peu plus loin dans la structuration avec des pics beaucoup mieux résolus par diffraction des rayons. Bon, ça je vais... Alors, à quoi ça sert tout ça? En fait, on a trouvé que en faisant des films minces, donc on peut exactement retrouver la nanostructuration précédente avec le pic à faible angle. On obtient des films qui sont en fait constitués de petites nanoparticules hybrides associées, donc des structures assez poreuses au niveau du film, hein, comme montrent à la fois les images AFM et les images de microscopie électronique à balayage. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire la détection sélective de gaz avec ça. Alors comment ça marche classiquement la détection sélective de gaz? Classiquement, c'est des particules d'oxyde d'étain qui sont déposées sur un support en alumine possédant des contacts de platine. Et on mesure en fait la résistance, hein, l'évolution de la résistance entre ces deux contacts de platine, hein, lorsque l'on fait passer un gaz en contact avec le film d'oxyde d'étain.
Donc ce qui se passe, c'est que classiquement, c'est un gaz réducteur, il pique de l'oxygène en surface, à la surface des particules d'oxyde. Donc résultat, il y a un excès d'électrons dans les particules d'oxyde, ce qui conduit à une diminution de la résistance, augmentation de la conductivité. Donc ça, c'est donc on part d'une valeur de résistance à l'air, on fait passer le gaz, on diminue la résistance, et le gaz est réducteur. Hein. Et puis, si on coupe le flux de gaz réducteur, eh bien la résistance revient à la valeur de départ. Donc ça, c'est typique d'un capteur de gaz. Alors classiquement, avec l'oxyde d'étain, pour obtenir de la sélectivité, on met des quantités non négligeables de platine. Alors la sélectivité, c'est de distinguer entre H2, platine, H2, CO, différents oxydes d'azote. Hein. Donc pour obtenir la sélectivité, c'est-à-dire avoir une réponse forte qu'avec un seul type de gaz, on est obligé de mettre des sensibilisateurs, donc du platine, de l'or, enfin en général des métaux d'or. Et ce qu'on a trouvé, donc on a refait la même chose avec nos hybrides, hein, avec deux types d'espaceurs, soit de type alkylène, soit de type benzylène. Et classiquement, en général, on travaille à des températures supérieures à 300 degrés avec l'oxyde d'étain pour détecter quelque chose. Alors ce qu'on a déjà observé, c'est que notre hybride, il conduisait à une réponse dès 40 degrés. Hein. Donc bon, c'est pas très réversible, effectivement, mais on a une réponse dès 40 degrés. Et à 200 degrés, on a des réponses réversibles avec les deux types d'hybrides, avec une meilleure réponse pour l'espaceur benzylène, hein, c'est-à-dire celui qui conduit à une exaltation de l'acidité de Lewis de l'étain. Donc ça, l'acidité de Lewis de l'étain dans l'hybride a un rôle, hein, manifestement, d'après ces résultats. Et donc, on est capable de détecter jusqu'à une bonne détection de 200 ppm d'hydrogène, et spécifiquement, hein, on n'a pas détecté de méthane, ou le CO ça ne répond pas au méthane, ni au CO ni au méthane, dans les mêmes conditions. Donc, avec une détection entre 40 et 200 degrés, et jusqu'à 200 degrés dans le milieu, on a contrôlé par rayons X, alors que l'hybride était inchangé. Donc on ne fait pas du tout d'oxyde d'étain autour de ce processus. Hein. Il n'y a pas de décomposition de l'hybride. Hein. Alors la décomposition de l'hybride, on a vérifié par ATG, la spectrométrie de masse, que c'était vers 300 degrés. Donc là, on a un résultat qu'on est en train d'approfondir. Alors ce qu'on voudrait, c'est augmenter la réponse, hein, qui n'est pas énorme, hein, puisqu'on a un facteur 10 de variation de résistance entre 100 d'hydrogène et puis 1% d'hydrogène dans le gaz vecteur. Donc on essaye actuellement, en utilisant des espaceurs Thiophène, d'améliorer la réponse. Mais c'est un résultat tout à fait prometteur d'un point de vue applicatif, puisqu'on n'a pas besoin de métaux nobles. On part de l'oxyde d'étain comme précédemment. On a moins d'étain que dans des particules d'oxyde d'étain, puisque l'essentiel du matériau c'est de l'organique. Donc c'est assez prometteur, hein, en termes au moins pour la détection d'hydrogène. Alors naturellement, bon, on peut calciner ça et puis obtenir de l'oxyde d'étain. Alors l'intérêt ici, c'est que les films étant très minces d'hybride, on est capable de faire des couches très très minces d'oxyde d'étain de l'ordre de 35 nanomètres par calcination de ces films, ce qui conduit à des... Alors là, on retrouve la sélectivité de la détection des gaz par l'oxyde d'étain, donc en particulier on détecte le CO. Alors dans notre cas, là, la meilleure température c'est 350 degrés. Et on peut détecter jusqu'à 20 ppm de CO de façon reproductible et réversible. Et ça, il n'y a rien de nouveau vraiment, hein, sauf que on travaille avec des couches très très minces de 35 nanomètres, hein, d'oxyde d'étain. Alors classiquement, c'est plutôt un micron, hein, d'oxyde d'étain que les gens utilisent dans leur capteur, à base d'oxyde d'étain. Dernière application pour ces hybrides, les organoétains supportés. Donc, la chimie qu'on a développée nous a permis également de regarder est-ce qu'on n'était pas capable de supporter des organoétains pour un certain nombre de types d'applications. Donc les organoétains, en fait, actuellement, ils sont surtout utilisés comme stabilisants du PVC. Hein. Donc il y en a dans toutes les poches plastiques à base de PVC. Hein. Maintenant, les biocides en Europe, c'est interdit, donc on n'y trouve plus, mais ça a été très longtemps utilisé comme biocide jusqu'en 2010 hein, dans l'agriculture. C'est utilisé dans l'industrie des polyuréthanes
polyester pour faire des réactions de transestérification et transcarbamylation, donc c'est des catalyseurs. Et puis, bon, c'est utilisé en chimie organique comme réactif, comme montré lors de la première conférence. Donc, le problème, c'est la toxicité. Donc, effectivement, les triorganoéthains et les tétraorganoéthains, c'est les plus toxiques. Les monoorganoéthains, donc sur lesquels sont basés hein, les hybrides que j'ai montrés tout à l'heure, c'est un peu, la toxicité n'est pas particulièrement élevée par rapport à plein d'autres produits qui ne contiennent que du carbone hein, et de l'hydrogène. Mais n'empêche qu'ils sont blacklistés hein, parce que du fait des régulations riches, hein, en particulier en Europe. Donc, une des façons de garder l'activité de l'étain, qui est souvent qui donne des propriétés non remplaçables, c'est les greffer sur un support soluble ou insoluble pour faire des catalyseurs supportés. Alors, ça a été surtout fait dans le cas de polymères. Hein. Donc là, il y a plein de références là-dessus où ils ont supporté, ces auteurs ont supporté ces organoéthains sur polymères. Donc il y a une bonne activité catalytique, c'est recyclable, la perte d'étain à chaque cycle est d'ordre de 10 ppm. Le problème, c'est qu'on ne peut pas travailler à des températures supérieures à 100 degrés parce que les billes de polymère explosent en général, hein, 150 degrés. Hein, et donc, résultat, dans le cas d'Ambierlite, en tout cas, qui est un polymère commercial à base de polystyrène. Et donc, il y a un problème de stabilité thermique. Donc, nous, notre idée, ça a été d'essayer de voir si on ne pouvait pas faire une silice modifiée sur lequel on supporte le catalyseur, hein, donc un SNX3, en utilisant la chimie à base des cycloexiles que j'ai développé, que j'ai montré tout à l'heure. Donc on a fait un hybride hein, où on a fait un précurseur bifonctionnel avec une tête SN cycloexile 3 fois, qui est la tête précurseur du catalyseur, et puis une tête SiOR 3 fois qui permet de construire le réseau de silice. Donc ça se fait en 3 étapes très facilement. Et on a fait un gel, hein, comme on peut le montrer ici, qui commence à bien condenser parce qu'il commence à bien diffuser la lumière, en cohydrolysant ce précurseur avec tétraétoxysilane, c'est tétraétoxysilane, et pour faire une silice poreuse. Alors, on a obtenu vraiment une silice poreuse que lorsque le catalyseur, c'est avec le fluorure d'ammonium, qui fait une hydrolyse condensation à vitesse relativement contrôlée, ce qui permet d'atteindre des surfaces spécifiques pas trop mauvaises, hein. Bon, jusqu'à 50 mètres carrés, c'est pas élevé, mais surtout que c'est nanoporeux, avec des taux de l'ordre de 30 nanomètres, et avec une charge en étain de 1 millimoles par gramme, qui est relativement bon hein, pour une espèce supportée. Hein. Classiquement, on est entre 1 et 1,5 millimoles par gramme pour les silices greffés par différents types de réactifs, qu'ils soient organiques ou inorganiques. Donc la mésoporosité, on peut l'avoir par microscopie électronique sans transmission. Et puis en plus, on a quelque chose de relativement hydrophobe, hein, puisque lorsqu'on dépose sur un film de cet hybride une goutte d'eau, eh bien on a quelque chose de relativement hydrophobe, ce qui laisse augurer une bonne compatibilité avec les milieux organiques pour les réactions transestérification. Parce qu'il faut que notre système y gonfle et s'imprègne du milieu réactionnel pour que ça puisse fonctionner correctement. Alors, ce qui était l'étape clé, là, ça a été de transformer cet organoétain, la tétraorganoétain, en catalyseur, parce que ça, c'est pas actif catalytiquement. Il faut le transformer en SNCl3. Et donc, on a traité l'hybride avec SNCl4, et grâce à l'ARMN du solide, et une variante qui s'appelle, c'est une variante en gel, en fait, de l'ARMN de l'étain, on a pu montrer que la fonction SN cycloexile 3 fois, donc là ici, le déplacement chimique caractéristique est vers moins 70 ppm, était converti intégralement en fonction SNCl3 avec un déplacement chimique autour de moins 10 ppm, juste après traitement avec SNCl4. Donc ça montre quoi? C'est que la conversion est totale, qu'on a une bonne pureté fonctionnelle. Alors là c'est élargi, hein, c'est du fait de l'effet quadrupolaire du chlore, hein, qui élargit la règle de l'étain. Mais on a une pureté fonctionnelle plutôt bonne, sans décomposer le réseau de silice. Hein. Là on retrouve le réseau de silice SI ou SI condensé, et puis les parties SI-C hein, qui donnent des déplacements chimiques un peu plus bas. Les sites qui portent la chaîne alkyle qui donnent des déplacements chimiques un peu plus bas, et on n'a pas trop de variations après traitement avec les SNCl4.
Et on a testé ces hybrides dans cette réaction modèle de transestérification, où on a transestérifié l'éthylacétate, la T7-adétyl par l'octanol, et on obtient des taux de conversion. Alors c'est beaucoup plus lent bien sûr qu'en phase homogène, mais l'avantage c'est qu'on garde des taux de conversion au recyclage supérieurs à 90%, avec des pertes par cycle en état inférieures à 10 ppm. Donc on retrouve des résultats qu'on a avec les polymères. Et donc actuellement, ce qu'on est en train de montrer, c'est qu'on peut travailler à des températures de l'ordre de 200 degrés sans perte d'état notable pour des réactions non plus de transestérification cette fois-ci, mais d'estérification. Donc ça, c'est un résultat assez intéressant. Donc on peut faire des hybrides greffés, enfin des organostaniques greffés sur silice. Hein. Il n'y en a pas beaucoup dans la littérature. Donc ça, c'était la partie organostanique. Alors, sachant qu'effectivement, actuellement, c'est un peu difficile, c'est impossible d'obtenir de l'argent sur ce type de sujet, on a essayé de voir si on pouvait étendre ça à des oxydes qui sont, ou des éléments qui sont qui posent moins de problèmes de toxicité, même s'il y a certains organostaniques qui ne sont pas spécialement toxiques. Donc ce qu'on a essayé de voir, c'est si on pouvait appliquer cette méthodologie pour faire des dérivés d'oxyde de titane. Donc en travaillant cette fois-ci avec donc la liaison TIC classiquement, elle n'est pas stable en milieu aqueux. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est une liaison organométallique entre le titane et le cyclopentadienyl. Donc on part d'un dérivé dicyclopentadienyl, pardon. Moi j'ai mal à ce moment. Hein, donc relié avec des espaceurs différents. Je vais y arriver. Des espaceurs différents. Ensuite, on déprotonne cette position-là avec le butylithium et on coupe sur un dérivé, le chlorotétrisopropyl titane, pour obtenir ce dérivé avec 3 groupes fonctions isopropyl. Et ensuite, avec une coupure électrophile avec Me3-SiCl, on obtient un dérivé trichloré qu'on peut convertir en dérivé alkoxyde, en dérivé organométallique par réaction avec le butylithium ou un organomagnésium. Donc de cette manière, on a obtenu 5 précurseurs, hein. Alors soit avec des fonctions isopropyles qui peuvent s'hydrolyser, soit avec des fonctions triméthyle ou tribenzyle ici, ce qui nous a permis ensuite de faire la chimie sol-gel. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on fait vraiment de la chimie sol-gel avec ces précurseurs, puisque dans le THF avec de l'eau, sans surtout pas de catalyseur acide, sinon on décompose, on coupe cette liaison, hein. On obtient des gels, et on a pu montrer que par infrarouge que l'essentiel des alkoxydes était éliminé, et c'était la première exemple, hein, de chimie sol-gel avec ces précurseurs cyclopentadienyl titane. Alors ce qu'il fallait montrer, c'était que la liaison TI-CP était maintenue dans le gel, hein, ce qui n'était pas du tout évident suite aux résultats précédents. Donc ce qui était intéressant, c'est que par spectroscopie IR et par spectroscopie Raman, on retrouve des bandes, surtout par spectroscopie IR, qu'on a pu attribuer. Donc c'est pas vraiment très important, hein, comme fait spectroscopique ou évidence spectroscopique, mais qu'on a pu attribuer à la liaison TI-cyclopentadienyl. En fait, la preuve la plus démonstrative, ça a été de faire une réaction inverse, en fait, de traiter cet hybride avec Me3-SiCl pour retomber à 100% sur le précurseur trichloré, hein, de ce type-là. Et donc ce qui prouve qu'on récupère, qu'on a bien dans l'hybride, hein, dans ce composé-là, on a bien la liaison TI-CP qui est maintenue. Alors en fait c'est plus un polymère, hein, puisque globalement on n'a qu'une liaison TI-OTI en moyenne par atome de titane, hein, donc qu'un vrai réseau 3D comme on a pu l'obtenir tout à l'heure dans le cas de l'oxyde de titane. Et ça a été confirmé par diffraction des rayons X, parce que contrairement à ce qu'on a observé en série des hybrides organostaniques, eh bien ici on n'a pas des... les pics qu'on observe par diffraction des rayons X ne dépendent pas de la longueur de l'espaceur. Hein. Quelle que soit la longueur de l'espaceur, on retrouve des pics aux mêmes endroits. Donc ce qui veut dire, c'est que cette nano-organisation est indépendante de l'espaceur, et en plus on doit tenir compte, pour proposer un modèle, on doit tenir compte du caractère anti, hein,
la conformation antique du précurseur. C'est-à-dire que par rapport au cyclopathe adényle, chaque titane est de part et d'autre du plan d'espaceur. Et donc on a proposé un modèle où en fait on a des chaînes d'hybrides de ce type-là qui sont associées par liaison hydrogène entre chaînes. Donc ce modèle permet d'expliquer le premier pic à 1,8 qui est en fait la distance entre les plans de titane ici, les titanes, oui, ici. Ensuite, cette distance-là, le deuxième pic, le troisième, pardon, est attribué à la distance TI ici. Et puis enfin le dernier qu'on observe, qui est relativement faible, a été attribué à une distance, à une liaison perpendiculairement au tableau entre ces chaînes, une liaison hydrogène existante entre deux OH, deux titanes appartenant à des plans distincts, donc perpendiculaires au tableau. Alors on a fait des films, malheureusement on n'a pas retrouvé l'organisation dans le cas des films, donc on n'a pas la même organisation comme ce qu'on a observé dans le cas des organostananes. Par contre, on est capable par calcination d'obtenir du TiO2 anatase, c'est-à-dire le TiO2 qui est utilisé en photocatalyse. Donc c'est une source de fil de TiO2 anatase. Bon, pas très direct, je veux bien l'avouer, mais en plus il faut se chauffer à 600 degrés pour l'obtenir. Mais on a bien un précurseur d'oxyde nanocristallin avec cet hybride. Bon, on n'a pas eu le temps jusqu'à présent de faire la catalyse. Je pense que les applications les plus prometteuses sont en catalyse de ces hybrides organo-titane. Pour finir, si j'ai encore un quart d'heure, c'est bon, je suis dans le temps ou pas? Ça va? Pour finir, je voudrais juste vous présenter une application de ces concepts de matériaux hybrides associant un oxyde et un colorant, une molécule organique. C'est les cellules colorants, les cellules solaires à colorant. Alors en fait, c'est quelque chose qui a été introduit il y a 20 ans par Michael Grätzel à l'EPFL à Lausanne, qui est un peu basé sur le processus de la photosynthèse. Donc dans la photosynthèse, vous avez la chlorophylle qui absorbe la lumière, et ensuite, à l'état excité, il va y avoir un processus qui va conduire à la réduction du CO2 en glucose, l'eau régénérant la chlorophylle, et ensuite permettant de dégager de l'oxygène, et puis générer le proton qui va participer à la formation de glucose. Donc voilà un peu le schéma énergétique. Donc l'électron, en fait tout le travail il est fait par la lumière, puisque tout se fait grâce à cette différence d'énergie liée à la photosensibilisation, donc l'absorption par la chlorophylle de la lumière solaire. En fait, donc dans les années c'est une idée qui a été surtout proposée dans les années 70, où les gens ont dit on va prendre un oxyde transparent type SNO2 ou TiO2 ou ZNO, et on va greffer un colorant dessus, et puis on va faire la même chose. Le problème, c'est qu'à une surface plane, vous pouvez greffer très peu de colorant dessus. Donc on avait des substrats très peu absorbants de la lumière. Et donc la percée de Michael Grätzel, c'est de se dire, mais pour obtenir plus de densité d'absorption, je vais empiler des nanoparticules d'oxyde de titane sur une certaine longueur, de manière à greffer sur ces nanoparticules qui développent par centimètre carré exposé à la lumière, qui développent une surface 1000 fois supérieure, si on prend des particules de 10 nanomètres, et bien globalement on va augmenter le pouvoir absorbant du substrat, et donc on va pouvoir faire une cellule solaire qui marchera de façon un peu descente. Donc ça c'est la partie, donc c'est ce qui est schématisé ici, on a le verre conducteur, on dépose dessus des nanoparticules d'oxyde de titane qu'on fonctionnalise avec un colorant. Donc la bande de valence de l'oxyde de titane est ici, la bande de conduction de l'oxyde de titane est ici, et puis on prend un colorant tel que son premier niveau excité et son niveau au-dessus de la bande de conduction de l'oxyde de titane. Donc pour les électrochimistes, typiquement vous avez par rapport à ENH, le bas de la bande de conduction de l'oxyde de titane c'est à moins 0,5 volts par rapport à ENH. Donc typiquement, il faut que la LUMO, là, elle soit au-delà de moins 0,5 volts. En général, on a besoin de 200 millivolts minimum
pour qu'il y ait une bonne injection, qu'il y ait une différence de potentiel suffisante pour qu'il y ait une bonne injection. Et puis, bon, ça, on a fait que la moitié du travail en faisant ça. Il faut, alors, donc l'absorption, elle est faite par la chlorophylle dans la photosynthèse, par le colorant dans la cellule solaire sensibilisée. Dans un cas, on transforme l'énergie lumineuse en énergie chimique, ici on va avoir une énergie électrique. Donc le colorant absorbe la lumière, l'électron est injecté depuis l'état-excité du colorant dans la bande de conduction, ça diffuse, alors naturellement il faut qu'il y ait des chemins de conduction entre les nanoparticules, ça va vers le circuit extérieur. Là, pour que ça ne consomme pas d'énergie, il faut régénérer le colorant, puisque lui il est à l'état oxydé, il ne faut pas qu'il se décompose à l'état oxydé. Donc on a un médiateur redox qui dans le système historique est un couple iodure qui permet de régénérer le colorant. Et de cette manière-là, on a une cellule solaire. Alors ce qui est important, donc pour une cellule solaire, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le rendement, c'est le produit entre la tension maximum, le courant maximum généré par la cellule, fois un facteur qu'on appelle facteur de forme, si on a une diode idéale, c'est-à-dire un rectangle, et ben on a produit courant maximum, tension maximum. Si on a si on n'a pas une diode idéale, c'est quelque chose qui fait comme ça, comme je montrerai tout à l'heure, eh bien on a un facteur de forme qui est inférieur à 1, divisé par la puissance incidente, lumineuse incidente. Donc, qu'est-ce qui va régir la tension maximum qu'on va pouvoir générer? C'est en fait la différence d'énergie qui existe entre le niveau du médiateur redox, donc le potentiel redox du médiateur, et la bande de conduction d'oxyde. Donc, il faut que, alors typiquement, on a, dans le cas de l'oxyde de titane et I.3-, le maximum qu'on puisse avoir, c'est 900 mV. Et puis, le courant, il est régi par le pouvoir absorbant de votre système. Donc, ça va être régi par le spectre d'absorption de votre colorant, multiplié par l'épaisseur de la couche d'oxyde de titane que vous allez pouvoir déposer sans perdre d'électrons, parce qu'il faut que, quand on a une couche nanoporeuse comme ça, eh bien, il faut que l'électron, plus vous allez augmenter l'épaisseur, plus il y aura de joints de grains, plus il y aura de perte en fait. Alors, jusqu'à présent, typiquement, la référence, quand vous achetez un panneau solaire que vous mettez sur votre toit, il fait 15% de rendement. D'accord? C'est-à-dire que quand il y a 100 mW de puissance lumineuse c'est reçu par votre panneau, vous récupérez que 15 mW d'électricité. Bon, pour placer un peu cette technologie, quand on est à 15-20% en silicium, on est à 10% avec cette technologie, donc on est en dessous. Sauf que là, on n'a pas de silicium, cher à produire et qui consomme beaucoup d'énergie. Alors, oui, donc historiquement, c'est des composés de coordination à base de ruthénium qui ont été utilisés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est comme on fait une monocouche de colorant, même si on met du ruthénium qui est un métal relativement rare, enfin complexe à base de ruthénium qui est un métal relativement rare, c'est pas ça le coût en fait. Le coût du panneau, c'est surtout le verre et la contre-électrode qui jusqu'à présent était faite avec du platine, parce que pour régénérer le médiateur redox, la catalyse au platine est indispensable. Donc le ruthénium n'est pas vraiment, enfin c'est un point de coût, mais c'est pas le principal. Donc typiquement, voilà ce que c'est qu'une caractéristique d'une cellule solaire. Donc vous avez le courant maximum, c'est ce qu'on appelle le ISC qui est ici, la tension maximale qui est le VOC, et la maximale qu'on peut avoir, c'est l'écart entre la bande de conduction du TiO2 et le potentiel redox du médiateur redox. Donc typiquement, avec ces colorants à base de ruthénium, on est avec des rendements atteints en laboratoire autour de 11-12%. Alors, c'est un milieu très complexe, donc tout ça, ça va bien marcher. Ça va dépendre si le semi-conducteur a les bonnes propriétés, si on est capable de greffer donc, de façon correcte le colorant, et on verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est que greffer le colorant de façon correcte. Donc ça va dépendre à la fois du degré d'oxydation de la surface et de la nature du mouvement d'ancrage du colorant. Faire des monocouches de colorant pour éviter les excitations du colorant liées à des interactions colorant-colorant. Et puis, bon, là c'était un schéma que j'ai repris de cet article.
qui montre un peu la complexité d'électrolyte, hein, c'est-à-dire que c'est un mélange de différents éléments, dont le iodure qui est le couple redox, mais aussi d'un certain nombre d'additifs qui vont permettre de limiter un certain nombre de phénomènes de recombinaison, hein, qui diminuent le rendement. Alors actuellement les recherches sont focalisées sur obtenir des colorants avec de meilleures propriétés d'absorption, hein, obtenir des tensions en circuit ouvert supérieures à 800 millivolts, telles que celles que j'ai décrites tout à l'heure, et puis utiliser autre chose que TiO2 qui peut poser des problèmes en termes de stabilité de la cellule. Alors je vais juste vous dire un peu quels sont les axes, hein, qu'on développe à Bordeaux. Tout d'abord, on essaye de remplacer par SNO2 le TiO2, et puis on travaille énormément sur le colorant, soit avec des colorants purement organiques, mais avec des nouvelles fonctions de greffage, hein. Au lieu d'avoir travaillé avec de l'acide carboxylique, on développe des colorants à base de tétrazole. Et puis, on développe aussi des colorants où on utilise le ruthénium comme transmetteur d'électrons dans des groupements donneurs-accepteurs. Et puis, il y a des groupements purement organiques. Alors, vu le temps qui me reste, je vais surtout axer sur ça et ça, hein. Donc, excusez-moi, je vais sauter la partie sur les oxydes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'organométalliques là-dessus. Donc, je vais surtout passer là-dessus. Donc, en fait, ça c'était la première partie. Donc, ça c'est tout ce qui a été développé dans les années 2000, hein, à base de ruthénium. Et en fait, ça atteint ses limites, d'une part du fait de la présence de ruthénium, d'autre part parce que les propriétés d'absorption de ce colorant n'étaient pas suffisamment élevées. En fait, il y a une nouvelle génération qui est parue il y a 2 ans, qui sont des porphyrides de zinc, où on utilise un complexe organométallique comme transmetteur d'électrons entre un donneur et un accepteur. Et là, le meilleur rendement décrit dans la littérature est de l'ordre de 13% dans ce cas-là, parce qu'on a un composé push-pull avec un excellent transmetteur d'électrons. Donc, au niveau des... Alors là, il y a encore du zinc. Hein. Au niveau des diodes organiques, les mêmes concepts ont été développés avec des rendements qui plafonnent autour de 10%. Mais il faut savoir que ça, il y a une société en Suisse qui commercialise, hein, ce chromophore, hein, ce qui a été développé au CEA par Renaud de Madrid ces dernières années. Et puis, au niveau de chimie organométallique, il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui travaillent avec des... Là, on a une chimie de coordination. Hein. On a aussi des exemples de composés du ruthénium avec une liaison ruthénium-carbone. Hein. Donc, des composés cyclométallés, hein, dans ce cas-là. Et qui marchent relativement bien. Alors, nous, ce qu'on développe, c'est des structures donneurs-pi acceptrices. Alors ça, je vais passer là-dessus. Je vais juste, parce que je ne veux pas déborder trop du temps, je vais juste vous montrer ce que peut apporter la chimie organométallique. En fait, on peut utiliser, à la place de la porphyrine du zinc, hein, comme transmetteur d'électrons, ce complexe du ruthénium, hein, des PPE, donc, qui est uniquement diphényphosphine, là. Et donc, c'est des complexes diacétylures qui permettent un bon transfert d'électrons entre un groupement donneur et un groupement accepteur. Donc ça, c'est une chimie qui a été développée par ma collègue Céline Olivier, hein, pendant sa thèse. Et en arrivant dans le groupe, on a développé ce type de composé, hein, donc avec de la chimie organométallique classique, hein, c'est-à-dire tout d'abord, on part d'un complexe à 16 électrons, on fait une addition oxydante ici pour obtenir un complexe à 18 électrons, donc ça c'est le RU-vinylidène, et ensuite on introduit le groupement accepteur via une réaction en présence d'une base et d'un groupement alcyne pour faire le diacétylure, et ensuite on transforme la tête ici, on fait de la chimie là-dessus par un couplage de covalent pour obtenir la fonction acide protégée, parce qu'il faut protéger l'acide sinon ces étapes-là ne fonctionnent pas. Hein. Et on déprotège l'acide ensuite pour obtenir la fonction de greffage. Alors, ce qui est important, c'est ici, ce qu'on a vérifié par structuro-ionique, c'est qu'on avait un système relativement plan, hein, donc avec une bonne délocalisation entre le groupement donneur et le groupement accepteur. Et ici, on a, par calcul de type de fonctionnel densité, on a vérifié que l'essentiel à densité électronique à l'état excité, enfin dans la LUMO, hein, était localisé sur
proche de l'oxyde de titane, hein, puisque l'oxyde de titane il est greffé à partir, c'est le COH qui modifie l'oxyde de titane, et tandis que la HOMO est localisée sur la partie donneuse et aussi essentiellement sur la partie ruthénium. Donc on a une bonne séparation de charge entre les deux, donc ce qui doit générer une bonne injection. Et donc alors là on n'est pas encore à 10% en termes de rendement, mais avec ces deux chromophores, on dépasse les 7%, hein, avec des tensions au circuit ouvert de l'ordre de 600 millivolts, et puis des courants de court-circuit qui sont relativement élevés. Et on peut faire de la co-sensibilisation, c'est-à-dire faire la somme des spectres d'absorption des deux, et là on obtient une conversion légèrement supérieure. Donc vous voyez qu'on peut utiliser des complexes RU diacétylure pour faire des chromophores novateurs, hein, dans le cas des cellules solaires incolorantes. Enfin, dernier point, hein, c'est les groupements d'ancrage. Donc, tout ce qui est sur l'oxyde de titane, tout ce qui est connu, c'est l'acide carboxylique, hein, puisque dans ce cas-là, on fait une liaison iono-covalente où un titane, enfin c'est un effet qui est latent, hein, de la fonction acide carboxylique. Donc ça marche, il y a beaucoup d'exemples, des centaines d'exemples dans la littérature. L'acide phosphonique marche relativement bien. Il y a quelques exemples avec les catéchols, avec la rhodanine, mais avec relativement peu d'exemples, et en plus c'est pas très stable. Alors nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est est-ce qu'on ne pouvait pas introduire une fonction tétrazole qui a une acidité relativement proche, un pK relativement proche de celui des fonctions acides carboxyliques, pour modifier les surfaces d'oxyde et faire des matériaux hybrides de classe 2, hein, puisque dans ce cas-là, on a une liaison iono-covalente. Donc la synthèse fait appel à des concepts de chimie organométallique, hein, puisque à partir de ces briques moléculaires, on fait un couplage de Burkvall-Hartwig pour obtenir cette triarylamine. Ensuite, par un couplage de Heck, on obtient ensuite par une réaction de... Excusez-moi. Par une réaction de Wittig, vous obtenez le couplage de Heck, c'est la suivante. Donc une réaction de Wittig, vous faites le vinyle, et puis ensuite vous faites le couplage de Heck pour introduire cette fonction aldéhyde, et vous finissez par une réaction de Clovenagel avec le dérivé acide, hein, qui porte la bonne fonction, soit la fonction tétrazoïle, soit la fonction acétique acide, soit la fonction pyridine. Et ce qu'on a montré, c'est que on avait un déplacement de la bande d'absorption du colorant greffé, ce qui traduit, dans le cas de l'acide carboxylique et du tétrazole, ce qui traduit l'appauvrissement du groupement électroattracteur lors du greffage, hein, puisque quand on greffe, le TiO colorant, enfin le groupement TiOC est moins attracteur que le groupement COH, donc on diminue, enfin on shift vers les basses énergies, enfin les hautes énergies, la bande d'absorption. Par contre avec la pyridine, il n'y a rien de change, donc ça ne se greffe pas en fait avec la pyridine. Et ce que mon collègue de l'ISM, qui est théoricien, a pu montrer, c'est qu'en fait, la transition observée, c'est surtout une transition HOMO et puis LUMO plus 2, avec une forte contribution dans le cas de l'acide carboxylique, et puis aussi un peu dans le cas de une forte contribution dans la HOMO sur l'oxyde de titane, hein, dans le cas de l'acide carboxylique, et puis aussi dans le cas du tétrazole. Alors, ces calculs ont aussi permis de montrer qu'on a vraiment un greffage covalent de la fonction tétrazole, hein, puisqu'on a une longueur de liaison qui est de l'ordre de 2,5 angstrom entre l'atome de titane et l'azote, hein, qu'on a des protonés du tétrazole, et qui est tout à fait comparable avec les liaisons de 2,5 angstrom également, hein, dans le cas des liaisons titane-oxygène. Hein. Donc ce qui prouve que là on a une interaction iono-covalente qui est similaire, et c'est sauf qu'elle n'est pas vraiment chélate, hein, dans ce cas-là, alors qu'avec la pyridine on a des liaisons beaucoup plus longues. Donc ça marche, hein, avec le tétrazole.
D'autre part, on a pu montrer que l'arrangement prédominant qui permet une grande, enfin le plus stable, qui permet une grande fonction, une grande densité de greffage, c'est l'arrangement dans lequel le colorant est pas totalement vertical, mais relativement vertical par rapport à la surface d'oxyde de titane. Dans le cas de l'acide carboxylique et du tétrazole, donc l'énergie, le gain d'énergie est notable dans ces deux cas-là pour cet arrangement, alors que dans le cas de la pyridine, il se met à plat de façon préférentielle, ce qui fait que ça se greffe très mal. Dans le cas de la pyridine, il n'y a pas d'interaction favorable, covalente, c'est des interactions, des interactions beaucoup moins bien contrôlées ici. Donc ça se retrouve sur les efficacités en cellules, puisque, je ne vais pas tout détailler ici, mais on retrouve avec le tétrazole des efficacités similaires avec celles de l'acide, et puis, alors qu'avec la pyridine, ça marche quasiment pas, avec surtout une augmentation de la tension en circuit ouvert, c'est-à-dire dans le cas du tétrazole, ce qui veut dire qu'on a un système plus stable, plus stable. Et en termes de vieillissement, on a à peu près le même vieillissement. Donc la tétrazole est une bonne alternative aux fonctions acide carboxylique pour faire ce type de greffage de colorant sur de l'oxyde de titane en tout cas. Voilà. Là, c'est un peu technique, je pense que vous en avez marre, on va s'arrêter. Donc, je vais juste j'espère vous avoir pu vous montrer qu'on pouvait faire, grâce à la chimie organométallique, des hybrides de classe 2, à la fois dans le cas des organoétains et des organotitanes, que l'on pouvait, avec les organoétains, greffer des groupements organiques sur des différents oxydes métalliques, et que les organoétains, les hybrides à base d'organoétains sont des matériaux prometteurs pour la détection sélective d'hydrogène. Et puis pour les cellules solaires à colorant, l'introduction d'un ruthénium diacétylure permet d'obtenir de bons rendements en supérieur à 7%. Et puis que le tétrazole, c'est une nouvelle fonction d'ancrage de fonction organique sur des surfaces d'oxyde de titane. Voilà, et puis je vous remercie pour votre attention.